Alors du coup, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Clotilde Cavaroc. Je suis diplômée de Cage 2012. Donc ça fait un petit moment maintenant. D'ailleurs, ça ne me rajeunit pas d'avoir cette conversation avec toi. Et dans la vie, alors je fais plusieurs choses. J'ai un statut d'indépendant, donc je fais de la formation professionnelle. Je donne des ateliers d'éloquence, d'insertion professionnelle, et à côté, je suis auteure. Alors j'étais auteure dans le spectacle vivant, j'ai été auteure pour la radio, et puis là, plus récemment, je me lance dans le cinéma. Depuis l'année dernière, je suis scénariste. Super, c'est assez complet et diversifié. Quel a été ton parcours à Cage? Est-ce que tu as aussi fait partie d'une asso ou d'un bureau? Donc à Cage, alors moi j'ai plutôt suivi un programme marketing et à côté j'ai rejoint le BDE, donc le Bureau des Arts. On organisait des événements en lien avec le milieu artistique, donc ça pouvait être, on a écrit et monté une comédie musicale, on avait organisé un défilé de mode, on a organisé un festival de musique. Tu es partie à l'étranger pendant ton séjour à Cage? Oui, j'ai fait mon échange en Corée du Sud à Séoul. D'accord. J'avais choisi cette destination parce que je voulais quelque chose qui était culturellement très différent, histoire de me bousculer un peu, parce que j'avais encore jamais beaucoup voyagé et aussi loin et seule. À l'époque, je me disais que c'était aussi intéressant de partir dans un pays qui était particulièrement développé sur les nouvelles technologies. Et puis ça me bousculait et en même temps, ça me rassurait de partir aussi dans un pays où j'allais m'y retrouver. C'est un pays assez sécure. Et non, j'ai trouvé que c'était une très belle destination. En plus, elle n'était pas encore ultra prisée à l'époque. Il y avait assez peu de tourisme. C'était avant 2012, c'était pile au moment de Gangnam Style. Oui. Donc ça commençait. La Corée, on commençait... Enfin, moi, à part l'histoire entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, je connaissais pas plus que ça la Corée. Oui. Donc ça m'a permis quand même de découvrir l'histoire du pays. Et ouais, non, franchement, c'est un pays très, 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 très intéressant, que ce soit au niveau de la culture, des nouvelles technos. Donc non, très chouette, voilà. Donc, est-ce que tu peux nous parler donc, de ton métier actuel? J'ai plusieurs métiers actuellement. Okay. On va dire que ce qui réunit tous les métiers, c'est la communication, par l'écriture et par l'oral. D'un côté, donc moi, j'ai monté un organisme de formation et je dispense des formations en prise de parole en public et en insertion professionnelle pour tout public. Je peux faire des interventions en entreprise auprès de salariés. Ça peut être aussi des interventions en milieu scolaire. Je travaille aussi pour des associations et d'autres structures. Je fais également des préparations au concours, école de commerce, ingénieur, sciences politiques. Et puis après, c'est de la formation professionnelle d'adultes, donc en entreprise. Éloquence et insertion professionnelle, c'est accompagner les personnes dans la définition de leur projet professionnel, les accompagner aussi dans l'élaboration de leur support de communication, CV, lettre de motivation, les accompagner aussi sur comment faire un profil LinkedIn, comment développer son réseau, comment répondre à une annonce d'emploi, comment préparer ses entretiens. C'est de la communication orale. Et à l'écriture, ça peut être des formations à l'écrit, comment écrire un discours. J'accompagne par exemple des élus locaux dans la rédaction de leur cours d'inauguration, par exemple. Et après, ça peut être des ateliers d'écriture en entreprise ou pareil pour des étudiants. Ça peut être de l'écriture de scénettes qu'on va jouer par la suite pour ouvrir des débats, ouvrir des discussions sur des thématiques soit professionnelles. Donc ça, c'est sur l'écriture. Et puis, dans le domaine véritablement artistique, ça va être de l'écriture. Alors moi, je suis spécialisée dans l'écriture humoristique avec de l'écriture de stand-up. Donc c'est vraiment écrire des vannes. Que ce soit pour la scène, pour la radio. Donc c'est sous forme de billets d'humeur, de chroniques. Et là, récemment, donc depuis l'année dernière, j'écris de la série et de la fiction courte. D'accord. Donc là, c'est un travail de scénariste, c'est écrire des histoires, définir des personnages et faire vivre une histoire et ensuite réaliser. Et dernière activité, je fais de la direction artistique sur des tournages pour des films d'entreprise.
C'est-à-dire. Par exemple, Kedge qui fait une vidéo de promotion de l'école. Ouais. Va travailler avec une agence dans l'audiovisuel et il va y avoir une personne qui va être sur la coordination du tournage, c'est-à-dire la coordination du plateau. D'accord. Il va s'occuper de coordonner les équipes techniques avec la demande client, avec les comédiens qui sont sur place, s'assurer que les plans sont OK, que le script est suivi et validé, que les images sont belles, que tout est correct pour envoyer en post-production. Là. Et j'avais vu justement que tu avais fait, je rebondis, j'avais vu que tu avais fait des formations dans le théâtre, dans la réalisation de vidéos, etc. Et je pense que c'est ça qui t'a enrichi, si je comprends bien, sur toutes ces compétences-là. Ouais. Alors déjà, ça c'est, je dirais, un des avantages du statut d'indépendant, c'est qu'on peut plusieurs choses choisir ses projets. Et après, en effet, l'autre chose, c'est que la formation initiale, c'est une chose. Hein. On a un diplôme de grande école et c'est top. Après, il faut continuer à se former. Alors, on peut suivre des formations et ça peut être de la formation professionnelle, s'inscrire à une formation, comme ça peut être suivre un MOOC, suivre un tutoriel sur YouTube. Aujourd'hui, la formation se décline sous toutes ses formes et aussi, s'auto-former. Je pense que c'est important et c'est ce qui fait qu'on peut s'ouvrir à d'autres champs. Il y a un socle, tu vois, et puis après, en fonction de ses sensibilités, on va être attiré par d'autres choses qui vont venir compléter le socle initial. Et moi, quand je m'intéresse à quelque chose, je m'y forme. Alors, soit je suis une formation, soit je m'auto-forme comme je peux. Et puis parfois, il faut faire. Oui. On ne sait pas faire, on fait, et puis une fois qu'on a fait, ça va, on sait dire qu'on sait faire. Et j'ai une question, parce que j'ai du mal à comprendre. Est-ce que tu es aussi humoriste, où tu écris, tu m'as dit des billets d'humeur, des chroniques, etc. Mais est-ce que tu montes sur scène j'ai eu du mal à comprendre, excuse-moi. Ouais, non, c'est pas... ouais, c'est parce que je le fais plus. Je suis montée sur scène pendant 5 ans. Et j'ai arrêté justement pour me concentrer plus sur le procédé d'écriture. C'est ça. Et j'ai fait ça, en gros, j'ai commencé à tourner en 2017, début 2017. Donc j'ai commencé dans les petits théâtres parisiens, j'ai fait pas mal de comédie club. Okay. Il y en avait déjà beaucoup quand je le faisais, et alors là ça a explosé avec les confinements, il y a des comédie clubs partout, il y a du stand-up partout. Quand j'y étais, il y en avait quelques principaux. Et d'autres petites scènes qui se montaient à côté. Et puis après, il y a eu le confinement. Et donc, nous, artistes, comme beaucoup de personnes, on a été pas mal impactés par le confinement, puisque tous les théâtres étaient fermés. Donc, j'ai créé autrement. J'ai créé des vidéos, j'ai continué la radio. Donc, oui, j'ai fait de la scène. Et j'en fais encore de temps en temps pour le fun, pour le kiff. Oui, d'accord, ok. Super. Et justement, j'ai vu aussi que tu étais, parce que comme tu aimes écrire, etc. J'ai vu que tu es cofondatrice de l'Outrevoix. L'Ouvrevoix. Oui, l'Ouvrevoix. Oui. Pardon. Et je voulais savoir, donc c'est ça, c'est quand tu formes au discours, etc. C'est bien ça. Et l'Ouvrevoix, c'est l'organisme que j'ai cofondé avec mon metteur en scène d'ailleurs qui s'appelle Antonin Leçon. D'accord. Et c'est là où j'ai eu l'idée de proposer aussi à mon metteur en scène qu'on se mette à deux, qu'on crée notre offre de formation. Et c'est comme ça qu'on a commencé en 2017. On a fait des formations à deux, principalement en start-up au début. C'était pour des directeurs généraux, des dirigeants. Et notre proposition, c'était d'utiliser les outils du théâtre. Et donc, on a développé cette offre et on a travaillé ensemble et on travaille encore ensemble sur des projets. Et donc, l'Ouvrevoix, c'est une entreprise? C'est une entreprise, c'est une structure de formation. D'accord. Et est-ce que tu as des conseils à donner à nous, les étudiants, sur ton expérience de créer ce projet-là, de monter quelque chose, même pas par rapport à l'Ouvrevoix, mais tout ce que tu fais, finalement, tu l'as monté de toi-même, vu que tu es indépendante. Donc, est-ce que tu as des conseils à donner là-dessus?
soigner ses relations et pas les soigner. Quand je dis soigner, c'est pas faire du gros démarchage commercial en se disant je vais multiplier les opportunités, je vais aller parler à un tel, un tel, un tel, je vais rajouter. Enfin, ça, oui, mais en général, il y a peu de retour sur investissement si vous envoyez des plaquettes comme ça à des gens que vous ne connaissez pas. Il faut aller à des événements. Il faut essayer d'intégrer des réseaux. Moi, je suis dans le milieu de la formation et dans le milieu du spectacle. Donc, c'est de faire du réseau qualitatif, c'est-à-dire être sur des événements. Je te donne un exemple concret là pour le milieu artistique. Cette semaine, j'ai participé à un événement qui s'appelle Saturne en Île-de-France. C'est un événement qui réunit des réalisateurs, des scénaristes, des comédiens, des ingé-sons, des chefs opérationnels. Et on a une semaine pour réaliser un film. Et donc, moi, je connaissais pas grand monde. Je connaissais une personne parmi à peu près 150, quelque chose comme ça. Et j'ai été sur 2 projets de films en tant que scénariste. Et ça m'a fait rencontrer des personnes parce que déjà, on a travaillé ensemble sur un projet comme ça. Et ben, ces personnes-là, je sais maintenant comment elles travaillent, comment elles fonctionnent et ce que j'aime pas. Ben, je vais les garder dans mon téléphone et je vais soigner ces relations. Voilà. Le but, c'est de s'entraider, c'est d'avoir une meilleure force de frappe pour répondre à des appels d'offres. Donc, on se met ensemble pour répondre à un appel d'offres parce que on a tous des compétences complémentaires. Donc, on va se mettre ensemble, etc. Pareil. Et c'est ça qui est le plus dur aussi. Parce que c'est quand même quelque chose qui se fait sur du moyen long terme. Et puis, finalement, après, il y a l'effet de bouche à oreille qui fait que, en plus, quand tu travailles pour d'autres structures, parce que l'Ouvre-Voix, c'est ma structure, c'est mon organisme de formation, mais je reste prestataire aussi pour d'autres comptes. Donc, je peux très bien aller travailler pour un autre organisme de formation. D'accord. Qui n'a peut-être pas le même type de client que moi. Et puis, moi, aujourd'hui, mon organisme, il ne me permet pas d'avoir autant d'affaires, par exemple. Donc, je vais aller aussi faire des prestations. Et puis, dans le cadre de ces organismes, parfois, ils organisent des after-work entre formateurs. Ah, tiens, je vais rencontrer un formateur qui va me dire que lui, il donne des formations dans tel domaine. Et puis, ses clients lui demandent souvent « Ah, vous ne pourriez pas nous former aussi à ça ?» Et il n'a pas la compétence. Ah, du coup, il pourrait très bien, la prochaine fois, dire à son client « J'ai pas cette compétence, par contre, je connais quelqu'un, on pourrait vous faire une offre dans sa globalité, avec plusieurs ateliers, plusieurs modules. » Ça fonctionne comme ça. Et puis, deuxième conseil aussi, c'est de ne pas lâcher trop vite, parce que ça marche jamais du premier coup. C'est pas possible, quand on monte une boîte, d'avoir dès la première année plein de clients. Mais oui. Ou alors, c'est qu'on reprend un portefeuille client existant, mais sinon, ça prend du temps. Moi, là, maintenant, donc, j'ai commencé en 2017, on est en 2023. J'ai commencé à bien fonctionner peut-être en 2019 et puis ça s'est encore plus accéléré avec le confinement et aujourd'hui ça se passe très très bien et on est en 2023, donc il y a 6 ans. On va dire qu'il y a eu un premier gap après 3 ans et puis là aujourd'hui il y a un second gap à 5-6 ans, à 5 ans où ça tourne. Donc il ne faut pas lâcher, je pense. Faut se faire confiance et puis il faut persévérer. Mais après, on va dire que l'autre difficulté, c'est de savoir s'organiser aussi et pas de se faire grignoter. Moi, je sais que parfois, je me dis « Oh là là, mais je me fais trop absorber par les formations. » Alors que là, j'aimerais vraiment, ça me manque de ne pas faire de l'écriture et de l'artistique. Donc, en général, je bloque quelque chose dans mon agenda en me disant « ça, je le dédie à l'artistique. » Et après, il faut savoir dire non aux autres projets qui viennent se greffer dessus en disant « je me suis calée ça pour vraiment me concentrer sur la réalisation d'un film. Je ne vais pas prendre de formation dessus. » Et peut-être aussi faire la distinction entre s'ennuyer et c'est contraignant. Oui. Parce que, par contre, il faut accepter les contraintes dans le sens où il n'y a rien qui se fait sans tâche ingrate. Ça, faut le savoir. C'est c'est pas. Surtout dans l'entrepreneuriat, on accepte de faire des choses qu'on rechignerait à faire en entreprise. En entreprise, on se dit toujours non, mais c'est pas sur mon poste, c'est pas sur ma fiche de poste, c'est pas ce qu'on m'a vendu en entretien. Sauf qu'en entrepreneuriat, il faut être capable de se retrousser les manches et de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. On n'a pas l'habitude de faire, qui sont pénibles, clairement. Moi, par exemple, ce que je trouve très contraignant, c'est la partie administrative. Et il y a encore plein d'autres contraintes. Faut toujours peser dans la balance. Si votre projet il vous tient à cœur, faut accepter de faire des contraintes.
Mais en tout cas, voilà, faire la part des choses entre oui, j'ai besoin de me plaire dans ce que je fais forcément. Et en même temps, il ne faut pas non plus, dès qu'il y a une contrainte, dire ah bah non, ça m'embête, je ne vais pas le faire. Finalement, c'est pas mon truc. Faut doser. Faut doser, totalement. Mais merci beaucoup pour cet échange. Très bonne continuation et bonne journée. Au revoir. Salut.